Bonjour. Pour revenir en ce vendredi 19 décembre 2014 sur la question du signifiant, du contenant et de tous les raisonnements qui s'articulent là-dessus avec plus ou moins de pertinence. Dans l'absolu, il est un fait que tout signifiant peut changer d'attribution. Dans l'absolu. C'est-à-dire que je peux mettre à l'intérieur d'un signifiant, comme à l'intérieur d'un vase, j'aime bien cette idée de vase, je peux mettre n'importe quoi. Je peux changer le contenu d'un vase. Je peux changer le contenu d'un mot. Bon. On sait que dans le domaine du langage, cette liberté n'est utilisée que de façon parcimonieuse et que le plus souvent on en revient toujours à de vieux consensus. Mais il n'est pas interdit de recycler les mots dans un sens radicalement nouveau. C'est la liberté que nous avons lors du passage du signifiant au signifié, car en principe, un signifiant peut tout signifier. Mais bien entendu, comme un vase peut contenir n'importe quoi, bien entendu, il y a des choix qui sont faits. La notion de choix est une condition nécessaire et indispensable pour passer de la puissance à l'acte. C'est-à-dire de ce qui est potentiel à ce qui va se concrétiser, se réaliser. Maintenant, il y a un certain révisionnisme qui existe actuellement, qui consiste à dire oui, ben effectivement, voilà, autrefois on attribuait telle et telle fonction, telle et telle mission à telle et telle catégorie d'objets ou de personnes, et puis maintenant, ben, on a changé d'avis et on passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire, bien entendu, je pensais notamment au débat sur le féminin et masculin. Donc, les femmes et les hommes sont avant tout, je le reconnais, en principe des signifiants, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont comme caractéristique d'être identifiables comme tels, parce qu'un signifiant doit être capable de se distinguer d'un autre signifiant, d'un point de vue purement formel, d'un point de vue purement visuel, d'un point de vue purement sonore. On ne peut pas les confondre. Mais c'est un autre problème que de savoir ce qu'on y met dedans. Hein, je donne 10 vases, ils sont 10 vases différents. Maintenant, dans ces 10 vases, on peut mettre la même chose. Autre problème. Et c'est un peu ce qu'on est en train de nous dire. On nous dit, voilà, effectivement, les hommes et les femmes sont des vases différents, mais maintenant, on a décidé d'y mettre la même chose. Le même produit, les mêmes fleurs, il n'y a plus de différence de contenu. Il y a une différence de contenant, mais plus de contenu. Alors, cette dialectique entre le contenant et le contenu est extrêmement intéressante, comme vous l'imaginez bien. On peut effectivement décider, c'est un peu ce qu'on appelle la question des synonymes, on peut décider que différents contenants serviront indifféremment pour un seul et même contenu. Que des hommes et des femmes serviront indifféremment pour les mêmes missions, pour les mêmes activités. Que des jeunes et des vieux serviront indifféremment pour les mêmes activités, etc. Que des noirs et des blancs serviront indifféremment pour les mêmes activités. C'est une façon de réduire le nombre de signifiés, plus exactement de décider qu'une certaine catégorie de signifiants ne seront plus distincts au niveau de leur contenu. Et que un même signifié, un même contenu, s'imposera à des signifiants qui, visuellement, extérieurement, sont différents. Alors, la question est de savoir s'il est sain pour une civilisation d'aller dans cette direction, à savoir de ne plus attacher d'importance au signifiant. Puisque, quel que soit le signifiant, le signifié sera le même, si on entend ce genre de discours. C'est ce que j'appelle le décrochage par rapport au signifiant, le décrochage par rapport, comme on dit décrochage par rapport à l'étalon or autrefois, le décrochage par rapport au visuel, ne considérons plus le visuel. Alors, est-ce que notre cerveau reptilien, j'allais dire,
est-ce que notre cerveau rentre dans ce genre de stratégie confusionniste, si on veut, ou négationniste en quelque sorte, ou est-ce que, en fin de compte, ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'il n'y a pas un retour du refoulé? Or, il y a bien beaucoup d'éléments qui semblent indiquer qu'il y ait du retour du refoulé. C'est-à-dire que, malgré tout ce qu'on peut dire, finalement, on s'aperçoit que des signifiants différents continuent à être porteurs de signifiés différents. Donc il y a une résistance à ce changement dont on peut se demander s'il fait sens d'ailleurs de toute façon. Pourquoi faire? Pourquoi décider que des choses de couleurs différentes ne seraient indifférentes? Comme si, par exemple, on voit bien que le rôle des couleurs, même par exemple dans le domaine de l'électronique, de l'électricité, il y a des fils rouges, il y a des fils bleus, et voilà, bon, on ne va pas confondre les fils de couleurs différentes. Donc technologiquement, on a quand même des signifiants dans le domaine technologique qui ne correspondent pas au même signifié. Mais au niveau de l'humain, on est en train de nous dire, ben non, finalement, toutes ces différences qui se sont manifestées, qui se sont instaurées, eh bien, elles ne sont pas utiles. Elles sont dépassées, elles sont révolues, elles sont obsolètes. Il y a une obsolescence de la diversité des signifiants, et il y a beaucoup trop de signifiants par rapport aux signifiés dont on a besoin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une pléthore de signifiants, il y a une pléthore de mots, il y a une pléthore de différences entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les vieux, entre les noirs et les blancs. Tout ça, c'est complètement inutile, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Et on va, au fond, on peut se poser la question, on peut peut-être supprimer un certain nombre de signifiants. Alors nous avons un dilemme, soit on supprime des signifiants qui sont redondants, qui sont en double emploi, ou même en quadruple emploi, ou bien alors on se met d'accord sur le fait que, bon, bah, effectivement, indifféremment, on pourra employer tel mot, telle catégorie, telle autre catégorie, c'est totalement interchangeable. Et puis il y a d'autres façons encore de voir les choses, qui consistent à dire que malgré tout, et on le voit dans le domaine du linguistique, dans le domaine linguistique, on aura beau dire aux gens que tel et tel mot veulent dire la même chose, vous savez, changer la signification d'un mot, c'est pas de la tarte. Hein. Il y a très peu de gens qui ont ce cas. Les seuls qui en sont capables, éventuellement, ce sont les philosophes, peut-être les linguistes, qui sont capables de prendre de la distance, de la hauteur par rapport aux anciens signifiés associés à certains signifiants, donc à certains mots, mais d'une manière générale, moi je vois quand on emploie un mot, c'est ce mot-là et pas un autre. Donc le public n'est pas très réceptif à cette idée que les signifiants sont interchangeables et que, en gros, qu'on emploie un mot ou un autre, ça veut dire la même chose. Donc, il y a une autre objection qui vient du fait que, en effet, bon, au niveau des caractères acquis, hein, parce que c'est aussi ce problème qui se pose, au niveau des caractères acquis, eh ben, il y a des signifiants qui ont acquis certains signifiés. Ça aurait pu ne pas se produire, ça aurait pu se produire autrement, mais ça a été acquis, et donc, ça existe. Et donc, il faut en tenir compte. Ça aussi, c'est une autre question. Alors, effectivement, la question des caractères acquis est une question qui est débattue. On peut en parler à différents titres. Par exemple, est-ce que le peuple juif, qui est un signifiant X, peut être remplacé, enfin, est-ce que le peuple de Dieu, le concept peuple de Dieu, on peut y mettre les juifs, et puis un autre jour, on y met les chrétiens, etc. Voilà, quel contenu par rapport à quel contenant. Alors, est-ce qu'on peut redistribuer les significations associées à tel et tel groupe humain, à tel et tel concept, à telle et telle entité? Question qui se pose. Et aujourd'hui, on a un peu la même situation que dans le rapport juif-chrétien, dans le rapport homme-femme.
Et on dit, voilà, ah non, finalement, non, les hommes n'ont pas le monopole de telle et telle activité, de telle et telle mission. Maintenant, il faut ouvrir aux femmes. Donc c'est une forme de transposition de la dialectique antisémite, d'ailleurs, ou anti-juive, peut-être d'une certaine manière, des chrétiens par rapport aux juifs, que cette transposition des rapports des femmes par rapport aux hommes. En disant, il n'y a aucune raison que vous pensiez les seuls être les dépositaires de tel et tel signifié. Donc, être les seuls en tant que vase, en quelque sorte, à recevoir, à être digne de recevoir tel et tel signifié. Ou alors on va dire, de toute façon, que ce soit vous ou un autre, ça revient au même. Homme ou femme, c'est pareil. Juif ou pas juif, c'est pareil, etc. Donc ça aussi, c'est une façon de balayer les différences et les cloisonnements et les clivages entre signifiants, c'est-à-dire entre ce qui apparaît. Et à ce sujet, justement, le grand problème des juifs, c'est qu'ils sont différents en tant que signifiants. C'est-à-dire que le vase juif a gardé sa spécificité. S'il avait disparu en tant que signifiant, c'est-à-dire si on ne le voyait plus, le problème ne se poserait plus. Mais il se maintient en tant que signifiant. Et donc il se maintient en tant que signifiant, et donc quelque part, il fait double emploi, entre guillemets, avec un autre signifiant qui serait l'Église, ou qui serait Rome, par exemple, ou qui serait la chrétienté, ou qui serait l'islam, je ne sais rien. À ce moment-là, on a plusieurs signifiants qui chacun revendique d'être la demeure, d'être le vase, le Graal de Dieu, hein, là où Dieu est instauré à sa présence, à Shekhinah, comme disent les Hébreux. Bon. Et puis donc il y a maintenant les femmes qui disent, mais oui, nous aussi, on a le droit d'avoir les mêmes privilèges, les mêmes attentes, les mêmes ambitions, les mêmes prétentions, les mêmes futurs que les hommes. Au nom de cette capacité à cette liberté que nous avons de changer le contenu des vases, le contenu des mots, le contenu des groupes, le contenu des catégories, etc. Par exemple, si on prend l'Union européenne, par exemple, eh bien, l'Union européenne, c'est aussi une façon de dire, ben, finalement, les nations européennes, ce ne sont plus des signifiants pertinents, mais maintenant, on va les englober dans un ensemble, et au fond, ça sera pareil. Voilà. Toutes les nations d'Europe seront logées à la même enseigne. Voyez-vous, donc finalement, la formation de l'Union européenne apparaît comme étant dans une même dynamique que la prétention à abolir les différences entre les hommes et les femmes, par exemple. Dire, voilà, vous voyez bien, l'Europe, c'est un seul et même ensemble qui regroupe d'anciens signifiants différents, l'Espagne, la France, l'Allemagne, etc. Et maintenant, ces signifiants sont tous porteurs de la même idée européenne, donc ils sont interchangeables, donc quelque part, l'un ou l'autre, c'est pareil, même. L'Allemagne, c'est pareil que la France c'est pareil que l'Angleterre, et puis en plus il y a l'euro, etc. Et donc l'euro, vous voyez bien, l'euro, ça peut être aussi bien, ça correspond à l'ancien marque, l'ancien franc, l'ancienne telle et telle devise, etc. Donc effectivement, au niveau politique, on s'aperçoit que l'on peut modifier un certain nombre de représentations. Mais la question du masculin et féminin n'est pas que politique, n'est pas que juridique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien. Et même dans le domaine d'ailleurs européen, on sait très bien à quel point il faut relativiser cette affirmation que je viens de mentionner et qui n'a qu'une valeur très relative. Hein. On sait très bien que les entités européennes nationales des différents pays, actuellement on a 26, je crois qu'on a près d'une trentaine de pays, elles ne sont pas encore complètement abolies, même s'il y a dans la zone euro, par exemple, des choses qui ont été supprimées. Les devises nationales, pour un certain nombre de pays, qui sont ceux de la zone euro, ont disparu. Donc ça veut dire que le marque n'est pas une entité signifiant, pertinente, par opposition au franc, par exemple. Ça ne veut rien dire.
ça renvoie à une autre unité qui remplace les anciennes unités. Donc là, effectivement, on pourrait dire, ben voilà, il y a une autre humanité qui remplace l'humanité masculin-féminin, par exemple. Une unité androgyne, une unité unisexe qui se substituerait à l'ancienne unité. Alors, bon, moi je suis assez sceptique là-dessus, c'est un débat anthropologique tout à fait passionnant. Les réflexions sur l'astrologie et sur la cyclologie me conduisent à penser qu'on ne peut pas se libérer si facilement des anciennes programmations. Quand bien même en aurait-on perdu le souvenir, quand bien même elles auraient disparu de l'éducation, de la culture, il y a des phénomènes beaucoup plus profonds, beaucoup plus subconscients, qui perdurent et qui continuent à être tout à fait prégnants. Donc effectivement, alors cet argument, d'ailleurs je l'ai développé encore récemment, en disant, on ne peut changer que ce qu'on sait construire. C'est-à-dire que si on ne sait pas comment quelque chose est constitué, on ne peut pas le modifier. C'est un problème d'ingénierie. Seul un ingénieur peut modifier les choses. Alors, quand l'ingénierie est extrêmement primaire, on n'a pas trop de questions à se poser. Par exemple, dans le domaine du langage, nous ne naissons pas avec une langue dans les tripes. Donc, le langage est toujours resté en périphérie, si vous voulez, quelque part. On ne connaît pas subconsciemment le français ou l'anglais ou l'allemand. Alors qu'on est subconsciemment, homme ou femme, qu'on est subconsciemment marqué, selon moi, selon certaines formes d'influence cosmique. Bon. Donc, il faut déjà faire introduire une frontière. Une frontière avec d'un côté ce qu'on peut changer assez facilement parce qu'on en maîtrise l'ingénierie, qui est tout ce que le domaine du politique, le domaine du juridique, où l'on peut effectivement modifier un peu comme on l'entend les choses. Et puis il y a une autre ingénierie qui pour l'instant est tout à fait hors de notre portée, où nous n'avons qu'une capacité de modification extrêmement superficielle et extrêmement relative, et c'est là que le problème se pose. Donc en réalité, le débat, il est là-dessus, c'est-à-dire on sous-estime le rôle de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'on sous-estime, c'est-à-dire que c'est comme si je disais à quelqu'un, voilà, vous avez une voiture, vous avez des matériaux pour la voiture, transformez cette voiture. Changez la voiture.